Né à Étoges le 1er décembre 1754, Philippe-Antoine d'Orfeuille devient comédien. À la fin de l'Ancien Régime, le théâtre se divise entre le théâtre de province, le théâtre de boulevard et les grandes institutions à privilèges, opéra, comédie française, mal reconnue par le théâtre parisien. D'Orfeuille tente en vain à 2 reprises d'entrer au théâtre français, jouant dans des salles de boulevard, variétés amusantes, Favart, et mène carrière en province. En 1775, il appartient à la troupe du prince Charles de Lorraine. En 1777, il est le premier acteur de la compagnie de Gand, où il met en scène ses propres pièces. En 1779, il donne le Protecteur ridicule puis reprend l'Illustre voyageur à Maastricht. Puis il devient, en 1782, l'un des acteurs de la Comédie de Clermont-Ferrand. En 1789, il s'enthousiasme pour la Révolution, multipliant textes et scénettes patriotiques. Missionnaire jacobin, il visite successivement les sociétés politiques de tout l'Ouest français, de la Bretagne au Pays basque, puis celles du Midi méditerranéen. Il met ses talents de comédien et d'auteur dramatique au service de son anticléricalisme, de son hostilité à l'aristocratie, de son exaltation des valeurs militaires des volontaires nationaux, donnant lecture de ses écrits. Miracle de la Sainte Omelette, la lanterne magique patriotique ou le coup de grâce à l'aristocratie, lettre d'un aristocrate à son maître, la religion de Dieu et la religion du diable, etc. Lui-même s'engage dans l'armée, devient aide de camp de plusieurs généraux et se lie d'amitié avec Dubois-Crancé, admirateur de Lafayette et de Mirabeau en 1790 à 1791, puis des Girondins en 1791 à 1792. Il s'engage le 3 août 1792, avec le grade de sous-lieutenant au 1er bataillon des volontaires de l'Hérault. À partir du 22 août 1792, à Grasse, il occupe la place d'aide de camp du lieutenant-général Anselme à l'armée du Midi et rencontre Dubois-Crancé. Il organise à Marseille la cérémonie en mémoire des Marseillais tués le 10 août et devient l'intermédiaire entre le club de la dite ville et l'armée. Il entre avec Anselme dans Nice, libéré des Piémontais, le 29 septembre et contribue à la mise en place du club local. Il est chargé d'emmener à Paris les drapeaux pris à l'ennemi. Chaque étape vers Paris est une occasion pour lui de glorifier l'armée du Var dans des représentations théâtrales. Il arrive à Paris en décembre 1792. Son évolution le porte vers les Montagnards en 1793. De retour à Nice après la disgrâce d'Anselme, d'Orfeuille est attaché au général Saint-Martin, lequel, par le représentant Grégoire Jagot, il va en Corse avec ce général et de retour sur le continent il rejoint Dubois-Crancé. En septembre 1793, celui-ci nomme son cher d'Orfeuille commissaire civil dans le district de Roanne pour organiser la levée contre Lyon et le Forêt. Fédéraliste, doté de pouvoirs étendus, il épure la municipalité de Roanne, constitue un comité de surveillance et une société populaire, et, à la tête de la garde nationale de Roanne, occupe Boën le 9 septembre 1793. Particulièrement enthousiaste à l'égard de Marat et d'Hébert, cet apôtre de la nature, du soleil et de la raison prend part à la lutte des christianisatrices, qu'il prolonge par une assimilation au père Duchesne, au nom duquel il écrit à Roanne, lorsque commence le siège de Lyon. D'Orfeuille, après avoir bousculé les Montbrisonnais, marche sur la ville à la tête d'une colonne armée, le 11 octobre 1793. Par un arrêté de Couthon et Maignet, d'Orfeuille est mis à la présidence de la commission de justice populaire de Lyon, qui devient le premier frimaire en deux le tribunal révolutionnaire de Lyon, chargé de juger tous les individus prévenus d'avoir pris part à la contre-révolution qui s'est manifestée en la ville de Lyon, autres que ceux qui ont été pris les armes à la main. D'Orfeuille fait la connaissance de Merle, l'accusateur public, originaire de Bagellan-Châtel, à commune affranchie d'Orfeuille préside, le 20 Brumaire en deux. À la tête du club central la fête en l'honneur de Chalier.
qui tourne en une mascarade anti-religieuse. Il envoie par la suite le buste de Chalier aux Jacobins de Paris dont il est membre. D'Orfeuille, à Commune Affranchie, se lance dans le journalisme, en rédigeant sous le nom de Daman 32 numéros du Père Duchesne de Lyon à partir du 21 novembre 1793. Cette activité journalistique convient parfaitement au rôle de propagandiste révolutionnaire que d'Orfeuille se donne depuis 1790. Suite aux accusations de demi-mesure de Fouché et de Collot d'Herbois à l'encontre du tribunal, présidé par d'Orfeuille, ce dernier semble prendre part à la mise en place des exécutions massives des 14 et 15 frimaires en d'Orfeuille, s'il est un homme de confiance des représentants à Commune Affranchie, a aussi ses entrées auprès des membres de la Convention, comme sans doute à la Commune. D'Orfeuille est nommé à Commune d'Armes pour diriger l'industrie des armes, fin frimaire en 2, puis commissaire civil dans l'Ain. En niveaux en 2, membre de la Société des Sans-Culottes de Bourg le 14 Ventose en 2. Il lit ce jour-là 2 discours vivement applaudis à la Société populaire de la ville. Puis, le 20 Ventose en 2, il lit un nouveau discours lors de la fête donnée en l'honneur de l'abolition de l'esclavage à Lyon. En relation écrite avec Pache, maire de Paris, il écrit, le 3 Germinal en 2, à la Société de Bourg pour demander de démasquer les traîtres, de les dénoncer à l'opinion publique et de les livrer à la vengeance nationale. Puis de nouveau, le 15 Germinal en 2, pour annoncer la promulgation du décret sur la vertu et pour dire aux sans-culottes de surveiller les détenus de crainte que la ramification de la grande conjuration qui vient d'être découverte ne s'étende jusqu'à eux. De retour à Bourg le 24 Germinal en 2, il convoque une assemblée extraordinaire de la Société des Sans-Culottes. Il s'étonne de la discorde qui règne au sein de la société et fait part de la tristesse d'Albite à ce sujet, puis demande à ce que la société députe 2 de ses membres auprès du comité de salut public pour qu'il fasse état des principes de la société, afin de faire taire les calomnies. Puis il se rend au Clariste pour examiner les détenus et, après l'avoir trouvé, fait la lecture de la lettre de Gauthier de Murnau et Gauthier des Orières à la Société populaire. Alors qu'il va donner les noms des personnes proposées à l'élargissement, il annonce qu'il a été bien obsédé de jolies solliciteuses pour faire sortir des détenus. Il fait l'apothéose des Jacobins le 26 Germinal en 2 à la Société de Bourg, confiant en Gauthier des Orières. Il demande que la société lui écrive pour lui annoncer qu'elle ne le croit pas capable d'une telle machination et les aide à démasquer les coupables. Le 6 Floréal en 2. Il annonce que les détenus insultent les membres des autorités constituées dans les prisons et se prononce en faveur des membres de la municipalité appelée à Paris. La Société des Sans-Culottes de Treffort dit de lui, le 20 Floréal en 2. Qu'il a manifesté les principes du plus ardent patriotisme et un grand amour du travail depuis qu'il habite ce département. Il demande, le 1er Prairial en 2, à la Société populaire de Bourg, que la conduite des gendarmes de Tournu, qui ont incarcéré les sans-culottes de Belley, soit examinée et se donne la profession de patriote. Membre de la Société des sans-culottes épurées de Bourg le 1er Prairial en 2. Accusé de soutenir les officiers municipaux de Bourg. Il fait un discours à la Société populaire de Bourg, le 1er Prairial en 2, dans lequel il se glorifie d'être haï par les aristocrates, qu'il n'est pas un petit maître et qu'il ne fait pas la cour aux femmes. Il déclare aller à Paris pour défendre les officiers municipaux de Bourg s'ils sont traduits devant le tribunal révolutionnaire et annonce son prochain départ. Puis, le 3 Prairial en 2. Il demande à la Société populaire de Bourg, alors que d'anciens fédéralistes applaudissent, d'applaudir de les avoir guillotinés. Nommé vice-président du tribunal militaire de l'armée des Alpes-Océans à Lyon, le 25 Messidor en 2, par le représentant du Puy. Il est à la Société de Bourg le 29 Messidor en 2, où il est accueilli sous les applaudissements en même temps de Duhamel, Voland et Morand. Il se plaint à la Société de Bourg, le 29 Messidor en 2, d'avoir été dénoncé par des citoyens de cette commune auprès du comité de salut public à Paris. Il fait la lecture
Le 3 Thermidor en 2. D'une lettre de la Société de Reims à celle de Bourg pour l'ouverture d'une souscription pour la construction d'une frégate. Cet homme au prosélytisme facile ne survit pas longtemps à la chute de Robespierre. Ayant démissionné le 8 Fructidor en 2 pour revenir à Bourg, il est dénoncé à la tribune de la Société populaire de Treffort, le 20 Frimaire en 3, comme l'un des chefs des intrigants qui était venu renforcer le parti des Vandales du département de l'Ain, par le fils marié Tanquier à Paris, sans arrêt inquiété, malgré les appuis dont il jouit au comité de sûreté générale. Il est arrêté le 2 mars 1795. Tente en vain d'intervenir auprès des représentants en mission et écrit, le 29 avril pour lui annoncer qu'il se sait condamné. Détenu avec d'autres à la maison d'arrêt de Roanne. Il est assassiné lors du massacre du 4 mai 1795. En fin d'après-midi, pendant la Terreur blanche, le 21 Floréal en 3. 10 mai 1795. Sa veuve, Julie Françoise Soigny, née en 1748, publie à Paris les relations du citoyen d'Orfeuille, égorgé dans les prisons de Lyon par les agents des émigrés. Récit adressé aux conventionnels. Antoine d'Orfeuille a parfois été confondu, à tort, avec Pierre-Paul Gobet, dit d'Orfeuille, 1745 à 1806, auteur et comédien.